le cycle de publication de 8 textes qu'on a démarré le 15 avril dernier, portant sur la médiation culturelle à l'ère du confinement. Pour la petite histoire, si vous vous en souvenez, dès la fin mars, en fait, on a voulu poser un geste et on a lancé cet appel à texte, la médiation culturelle à l'ère du confinement, à la fois pour susciter de nouvelles réflexions, pour donner un espace de parole à nos milieux de la médiation culturelle et poser un geste de solidarité envers notre écosystème. Alors que la grande question, c'était celle-là, alors que la médiation culturelle repose essentiellement sur la mise en relation, nous nous sommes demandé comment se transforment les processus dans l'environnement numérique et la solitude partagée en ligne. Comment simplement repenser les médiations culturelles dans ces contextes. Sans plus, je vais vous présenter Jonathan Rouleau qui va animer cette rencontre. Jonathan est le 8e auteur qui a posé un regard synthétique sur l'ensemble du corpus. Donc, c'est à lui que revient le rôle d'animer la rencontre. Jonathan est doctorant et chargé de cours au département d'histoire de l'art et d'études en communication de l'Université McGill. Il rédige une thèse sur les rôles culturels des universités à Montréal. Et dans le cadre de ses études, il a piloté un projet de recherche-engagement visant à créer des programmes artistiques pour les jeunes du quartier montréalais de la Petite Bourgogne. Jonathan travaille actuellement comme responsable de la recherche à Culture Laval. Mais avant de lui céder la parole, je la laisse à ma collègue Elsa Fortan qui va vous donner les directives habituelles d'une rencontre Zoom. Merci Eva, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour passer en revue quelques détails techniques. Alors, en premier lieu, en fait, on va vous demander de garder vos micros fermés parce qu'on est quand même très nombreux aujourd'hui. Donc, gardez-les fermés le temps de la table ronde. Et si jamais vous avez des questions, vous avez deux possibilités. Soit vous les inscrivez directement dans le chat. Donc, c'est le petit icône converser qui est en bas de votre écran normalement. Et là, vous pouvez en fait écrire votre question directement dans le chat. Je vais les récupérer. Puis, je les transmettrai aux personnes concernées par les questions que vous avez à poser. Soit vous pouvez la poser vous-même, la question. Mais dans ces cas-là, il faudra attendre le temps d'échange. Et puis, il faudra surtout utiliser le petit outil « Lever la main » parce que là, en fait, il y a tellement d'écrans de galerie que s'il y a quelqu'un qui lève la main mais qui est au 4e écran, je n'aurai pas la possibilité de le voir. Donc vraiment, pour gérer le flux des questions, utilisez le plus possible le petit outil lever la main qui est, encore une fois, là vous avez juste à cliquer dans participants et puis en dessous du nom de la liste des participants, vous avez le petit bouton pour lever la main. Ensuite, la table ronde est enregistrée. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître, on vous invite à fermer votre caméra. Et si jamais, mais par contre, c'est sûr que c'est plus agréable à la fois pour l'animateur et pour les auteurs et les autrices de voir vos visages. Donc, pour en fait rendre la rencontre plus agréable, si vous pouvez laisser vos caméras ouvertes, ce serait très apprécié. Et puis, je pense que c'est tout. Oui. Donc, je vais laisser la parole à Jonathan. Et puis, juste avant de commencer, je pense que ce serait bien que les Jonathan et les auteurs, les autrices, justement, lèvent la main pour qu'on vous voit, pour qu'on vous situe. Oui. Pourriez-vous essayer la main qui est dans réaction? C'est jaune, ça flash plus. Voilà. Donc, on voit Marie-Laure Robitaille, Jonathan qui allume, Liliane, Camille, Marilyn. Et Guylaine et Fortner ne semblent pas trouver la main. C'est pas grave, vous pouvez la lever physiquement. Comme ça, on vous engage tous. Voilà, Guylaine et Fortner. Ben voilà, je vous laisse entre les bonnes mains de Jonathan, votre table ronde. Merci Eva, merci Elsa, merci Artenzo pour l'invitation, merci aux panélistes d'être ici et aux participantes et participants. Avant de débuter, je sais qu'en général, lorsqu'on fait un Zoom, une des pratiques optimales, c'est d'optimiser ce qui est derrière nous. Moi, dans mon cas, il y a vraiment beaucoup de choses parce que je me trouve dans la maison ancestrale de ma grand-mère sur l'île Verte. Et puis derrière moi, si vous voyez dans le fond, j'ai une peinture de Gilles Carle qu'il a fait en 1998, donc alors qu'il avait
70 ans parce que j'ai le cœur à passer beaucoup de temps sur l'île verte avec Chloé Sainte-Marie. Donc, je suis quand même privilégié malgré tout d'être ici. Et je voulais également déplacer les haltères derrière moi, mais ça, je n'ai pas été capable. Donc, c'est pas moi qui fais ça. Je dois les laisser là. Bon, cela dit, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'adresser les différentes médiations culturelles dans leurs similarités et leurs différences, de parler de la médiation culturelle autant comme pratique que comme champ de débat théorique. Donc, les deux débats sont ouverts, la médiation comme pratique et comme champ théorique. Ce que je souhaite faire ici, c'est de croiser les différentes réalités professionnelles exposées dans le corpus de cet article du dossier d'Artenzo. Donc, on l'a vu, les pratiques sont extrêmement diversifiées. Évidemment, on pourrait dire la médiation, ces pratiques de médiation convergent dans leur capacité, dans leur volonté à tisser des liens entre objets culturels et publics, mais aussi entre les archipels du social et du culturel. Quand on parle d'activités de médiation, on parle d'activités d'animation, de diffusion, de vulgarisation qui se déroulent parfois dans les institutions culturelles comme les bibliothèques ou les musées et parfois aussi dans les prisons et dans les écoles ou dans d'autres lieux divers, comme on l'a vu aussi dans le corpus de textes. On montre aussi dans ces textes comment la distanciation a posé problème pour la médiation culturelle. On a besoin de présence, on a besoin de contact, on a besoin d'interaction humaine. Donc, le lien a en quelque sorte été brisé. Je parle au passé parce qu'on est déjà en mode déconfinement, on va en parler aujourd'hui, mais il y a eu une rupture de contact. Donc, certaines mailles de la chaîne culturelle sont devenues manquantes. On a parfois voulu recourir au numérique pour réparer cette cassure, mais évidemment, le numérique n'est pas la panacée à tous les problèmes. On parle d'inégalité d'accès à la culture, des publics empêchés, on a besoin d'équipements, d'infrastructures, sans parler évidemment de l'enjeu de la littératie numérique. On a aussi demandé au milieu culturel de se réinventer, de transformer la crise en opportunité, mais ça sans prendre en compte l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la culture dont les fonctions sont centrales dans la mise en place de leviers et de mécanismes pour comprendre les œuvres culturelles, dont évidemment la médiation. Donc, c'est bien de créer des canaux sans médiation. Par exemple, le numérique, il y a des formes de médiation, mais on tente de le voir comme un rapport direct entre artistes et public, mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là. On a besoin de la médiation culturelle pour développer, provoquer des mécanismes de compréhension et d'accès aux œuvres. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'ordre du jour. Ce n'est pas un ordre du jour parce que ça fait un peu rencontre de travail, mais plutôt le plan de la journée. Dans un premier temps, on va croiser les regards sur la médiation culturelle. Donc, les panélistes vont intervenir sur des thèmes clés de la médiation culturelle qu'on pourrait dire transversaux à l'ensemble des pratiques de la médiation. Ça va nous permettre de poser les jalons pour la discussion de la seconde partie, où on va demander aux panélistes ce qu'elles ont appris des expériences en cours et comment on pourrait s'en inspirer pour concevoir nos pratiques futures. Dans un dernier temps, on va ouvrir la discussion au public. Donc, en attendant, évidemment, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat ou lever la main. Lever la main, peut-être attendre à la fin, mais inscrire les questions dans le chat, on va les noter, ça pourra orienter la discussion finale. Donc, plutôt que de faire un tour de table, parce qu'on a quand même 7 panélistes, même en fait plus de 7 articles, mais certains articles ont été écrits à 4 mains, donc on a plusieurs panélistes. Donc, plutôt que faire un tour de table, je vais demander aux panélistes de recourir à certains des concepts clés de la médiation qui étaient dans les articles pour présenter la façon dont ce concept informe sa propre pratique de médiation. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter avec Camille Bédard, qui est artiste et historienne de l'architecture. Elle est détentrice d'une maîtrise en histoire de l'architecture de l'Université McGill et agit actuellement comme coordonnatrice générale à la SER, Art Vivant, l'organisme qui produit le festival OFTA. Je ne sais pas si on dit OFTA ou OFFTA, je ne sais plus, mais en tout cas, je te donne la parole, Camille. Camille va nous parler de ce que ça signifie pour elle un espace numérique rassembleur. Merci, Jonathan. Pour répondre à ta question, et ça vient souvent dans les questions qu'on me pose, on dit le OFTA, pas l'OFTA, le OFTA ou OFTA en anglais. Donc, qui est le festival d'art vivant annuel de la SER, produit par la SER, qui vient de se terminer, puis j'y reviendrai plus tard.
Mais donc, un espace numérique rassembleur, pour moi, c'est... il y a beaucoup de choses. Puis la notion d'espace, aussi en tant qu'historienne de l'architecture, elle est fondamentale dans la médiation culturelle, mais dans les pratiques artistiques aussi en général. Puis l'espace numérique, c'est un espace qu'on connaît trop peu encore par rapport à l'espace physique tangible. Donc, il y avait le texte de l'autre Camille Tremblay, bonjour Camille, qui faisait mention de la piazza italienne et d'un genre, d'un espace qui soit qui soit démocratique, convivial. Jonathan, en question d'accessibilité. L'accessibilité, c'est un énorme enjeu dans la médiation culturelle parce que, comme tu l'as mentionné, Jonathan, il y a beaucoup de facettes à l'accessibilité. On a l'accessibilité économique, on a l'accessibilité d'éducation, on a l'accessibilité géographique, l'accessibilité de littératie dans le cas du numérique, de littératie numérique. Mais donc, je vais revenir à cette idée d'un espace numérique rassembleur. C'est un espace pour moi qui est accessible, sans aller dans la définition d'accessibilité parce que c'est ça va être trop long. C'est un espace engageant, donc engageant pour le public parce que, puis j'y reviendrai plus tard, mais dans le OFTA, nous, ce qu'on ne voulait pas faire, vu qu'on travaille en art vivant, les arts vivants, c'est la présence d'une œuvre, d'un artiste dans un même temps et espace avec le public. Et donc, on voit encore beaucoup sur les plateformes numériques, beaucoup de projets qui sont accessibles en ligne gratuitement ou pas, ou de façon payante, mais qui sont déposés sur les internets, alors qu'on veut une relation. Dans la médiation, il y a cette idée de rencontre, de partage, d'échange, de dialogue. Et donc, pour qu'un espace, pour que la médiation culturelle opère, il faut que ça soit engageant de la part du public. Pas que ce soit une activité passive, mais qu'il y ait une activité, donc une forme d'engagement. Puis donc, un espace, si on va à la question de l'espace aussi, d'abolir les distances, c'est comme si on veut, un avantage du numérique dans le sens où ça permet de créer des ponts entre des géographies qui ne seraient pas présentes dans les mêmes espaces. Comme ici, je serais curieuse de savoir où sont toutes ces personnes, alors que nous sommes tous et toutes ensemble maintenant, alors qu'en présentiel, ça n'aurait pas été possible. Mais il faut définir cet espace et y penser. Aussi, pas prendre l'espace numérique pour acquis, mais y réfléchir dans le contexte de la médiation culturelle. Je pense que j'ai dépassé mon 2 minutes, mais je peux continuer aussi. Parce que j'ai l'impression que Jonathan est comme un petit peu figé. Oui, c'est bon, parfait. Ah ouais, c'est bon. Je souligne l'idée que les publics ont un rôle à jouer là-dedans, donc de participation, mais aussi de voir le numérique peut-être comme un territoire, comme un espace, plutôt que comme un nuage, finalement, alors qu'on le voit souvent de cette façon-là, mais c'est matériel aussi, le numérique, on pourra y revenir. Dans un deuxième temps, on aura Liliane Audet, qui est coordonnatrice à la Ville de Laval et chargée de l'éducation artistique à la salle Alfred Pelland de la Maison des Arts de Laval, diplômée en histoire de l'art et en muséologie, et Jasmine Colisa, qui est régisseur art visuel pour la Ville de Laval et muséologue responsable de la salle Alfred Pelland. Donc, elle est également détentrice d'une maîtrise en muséologie de l'Université de Saint-Étienne. Alors, la question qui est posée ici, c'est la médiation culturelle en confinement. Qu'est-ce que c'est? Jasmine, est-ce que tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Ça a été super intéressant de travailler là-dessus, puis en lisant les textes aussi, on voit bien que le présentiel est essentiel, la présence de l'œuvre, mais aussi de la médiation. La médiation en confinement, ça nous a obligés, en fait, à travailler dans des relations entre médiateurs, œuvres, publics qui sont tronquées. Le matériel expérientiel est absent.
sa médiation s'est déroulée à distance, donc hors du contexte physique habituel de l'œuvre. Après l'urgence, attendez, là, j'ai un problème. Après l'urgence, on est maintenant, comme tu disais, Jonathan, dans le post-confinement, puis maintenant, il faut vraiment se poser des questions, notamment, en fait, comment la médiation peut être interpellée, parce qu'on a demandé, comme tu disais, aux artistes de se réinventer, mais c'est peut-être plutôt à la médiation de répondre à cette nouvelle forme de relation avec l'œuvre. Donc, je laisse la parole à Liliane. Oui, je vais peut-être être un peu sentimentale dans ma réponse. Alors, pour moi, la médiation culturelle en confinement, c'est carrément une relation de communication et d'engagement entre les trois parties, là, le médiateur, l'œuvre, le visiteur, qui est fragilisé, puis qui même, je dirais, qui se déshumanise par le simple fait de la mise à distance. C'est sûr que nous, on travaille dans le milieu muséal. Donc, l'œuvre, elle est déjà là. L'engagement revient en partie, comme disait Jasmine, vraiment au médiateur. C'est vraiment fait en direct avec les échanges avec les visiteurs, c'est en continu. On construit du sens avec le visiteur aussi. Donc, il y a vraiment cette idée d'un lien de confiance et de réciprocité qui se développe, en fait, à travers une médiation. Puis là, c'est sûr qu'avec la distance de l'objet et le médiateur, c'est difficile de créer un engagement qui n'est pas juste en surface, comme la fameuse surface de l'écran. C'est ce qu'on a d'ailleurs constaté avec nos activités sur le Flow Art Day. Donc, le niveau de participation, déjà, est difficile aussi à évaluer, mais il était quand même très faible par rapport au niveau simplement de diffusion des œuvres. Donc, bon, ça aussi, ça va avec tout l'aspect réseaux sociaux, jusqu'à quel point on est capable de partager et de se commettre dans l'espace virtuel des réseaux sociaux qui sont très ouverts. Je reviens au texte de Marilyn et Marie-Laure, en fait, parce que la question, je trouve ça intéressant, ce qu'elle disait sur le fait que si on se tourne vers des médiations numériques, justement, il faut au minimum prévoir des moments de facilitation en temps réel et des actions dans le temps avec le public. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais d'un point de vue humain, là, je me demande, en fait, je me questionne sur comment transmettre, comment maintenir ce lien d'accompagnement-là. Puis cette disponibilité qu'on offre en médiation en présentiel, en tant que médiatrice, souvent je me dis que je suis une entremetteuse finalement entre les deux. Je suis juste là pour faire le passage de l'expérience finalement. Donc, comment créer ce passage-là et cette dynamique-là avec le visiteur. Ben oui, il y a toute une réflexion sur la médiation dans le contexte actuel. Comme tu disais, Liliane, le rapport entre l'œuvre, le médiateur et le public est tronqué maintenant, puisqu'on passe par un canal externe. Le contexte habituel de l'œuvre est absent également, et c'est pas à négliger, parce que toute la spatialité, je trouve ça super intéressant ce que disait Camille Bédard par rapport à l'espace, la spatialité en salle d'exposition. On ne se met pas devant l'œuvre, évidemment, mais maintenant, avec le numérique, la distance est beaucoup plus grande. La place de la médiation est différente. Et Camille disait justement dans son texte que ni les arts, ni les artistes, ni les publics seront les mêmes après le confinement, mais la médiation également, puisqu'elle doit naviguer sur de nouveaux territoires qui sont annoncés, mais qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, après l'urgence, maintenant, il faut vraiment réfléchir sur ces nouveaux territoires à investir, et sans oublier le présentiel, donc l'œuvre, mais aussi la relation de médiation. Oui, merci, c'est vraiment riche comme piste et j'ai cette impression que vous valorisez un peu les approches, disons, qui seraient hybrides. Puis on le sait, une bonne médiation culturelle aussi, ce sont des projets qui se déploient dans la durée. Donc, comment mettre sur pied dès maintenant des projets qui utilisent potentiellement le numérique, mais qui se déploient aussi dans la durée. Parce que là, il y a eu une certaine cassure, en tout cas pour beaucoup de médiums artistiques. Donc, pour poursuivre, on va donner la parole à Camille Tremblay, qui est co-responsable du développement des publics et de la médiation culturelle aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Elle coordonne et crée les projets en milieu scolaire et carcéral.
Elle a obtenu une maîtrise en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Donc, la question qu'on pose à Camille, c'est la distance et la connexion. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ou pour ta pratique? Alors bonjour, déjà merci, je suis très heureuse d'être là et j'étais très heureuse de lire vos textes. Je suis une jeune médiatrice, donc c'est toujours super stimulant. Moi, j'ai fait un peu l'exercice différemment. En fait, j'ai lu tous vos textes, mais je me suis concentrée sur le texte de Marie-Laure et Marilyn et je vais vous le livrer avec mes mots, en fait, parce que en même temps, ça répondait beaucoup à beaucoup de questionnements que j'avais. Donc, pour moi, la distance, c'est une gratuité de l'œuvre culturelle qui déplace souvent une relation sociale à une relation technique à travers l'outil utilisé. C'est une interactivité centrée sur cet outil numérique ou virtuel qui fragmente le rapport d'interaction et d'écoute entre le médiateur, l'œuvre et le public. C'est un espace et un temps différés. C'est alors une fracture numérique pour des populations socio-économiquement isolées et défavorisées. Mais pour moi, la connexion, c'est la gratuité dans l'optique d'un accès plus large aux objets culturels. C'est une co-création avec le public en ligne qui deviennent créateurs et enrichisseurs de contenu. Et c'est l'accompagnement de ces publics afin de favoriser l'autonomie de pensée face à ces outils. Et surtout, c'est une complémentarité et une interactivité des approches et des lieux, à la fois virtuels et présentiels, afin de reconstruire un espace public. Et enfin, et là je cite une très belle phrase de votre texte que j'ai beaucoup aimé, c'est recoudre une relation morcelée par le confinement. Donc en fait, pour moi, la distance et la connexion, c'est aussi beaucoup ça. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir lire ce texte et vous le livrer comme ceci. Et tous ces questionnements, je les retrouvais dans plusieurs textes, à la fois les textes qui parlent plus des pratiques ou des expériences d'œuvres qui n'avaient pas pu se réaliser à cause du confinement et des réflexions peut-être plus théoriques. Donc, c'est ça pour moi. Merci Camille. Merci pour cette relecture du texte. C'est hyper intéressant en fait de faire ça. J'ai l'impression qu'on pourrait aller assez loin là-dedans puis que ça marcherait assez bien pour justement croiser les regards. Maintenant, on va donner la parole à deux autrices. Marilyn Farley, qui détient une maîtrise en enseignement de l'art qui porte sur la médiation de l'art contemporain. Et elle travaille comme responsable du développement des publics et de la médiation culturelle à la Chapelle Scène Contemporaine. Et Marie-Laure Robitaille, qui est diplômée de l'Université Concordia en Beaux-Arts et de HEC en gestion d'organismes culturels. Depuis janvier 2020, elle est médiatrice culturelle pour les maisons de la culture Maisonneuve et Mercier. La question qu'on vous pose, c'est la médiation culturelle et l'isolement. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, merci Jonathan. Merci à tout le monde aussi pour vos approches très enrichissantes. Marie-Laure, veux-tu commencer ou Non, commence toi. T'es bonne. Ah, merci. Alors, on a séparé un peu cette... Marilyn, ton son. Ah, mon son. M'entendez-vous? Oui, longtemps. M'entendez-vous? Longtemps. Vous m'entendez? D'accord. Si jamais ça coupe, Marie-Laure, fais-moi un petit signe. C'est pour ça qu'on travaille toujours ensemble, communication. Voilà, on a besoin de l'un et l'autre pour bien communiquer. Binôme. Alors, on a séparé notre réponse en 3 parties. Pour commencer par spécifiquement, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, l'isolement? On s'est penché un peu sur cette question. L'isolement, en fait, on en a beaucoup parlé récemment par rapport à, bien sûr, au confinement et à toutes les mesures qui ont été amenées pour répondre à la pandémie. Mais pour nous, c'est important de souligner que l'isolement, c'est pas nouveau, en fait, qu'il y a des groupes dans la population, qu'il y a des individus qui souffrent toujours d'isolement et que même dans une période dite normale, il y a toujours des publics empêchés. Il y a toujours des personnes pour qui l'accès à la culture va être... le chemin est pavé d'embûches, finalement. Et il y a toujours des personnes pour qui l'accessibilité est moins grande, puis qui vont vivre un isolement social plus grand. Donc, je pense qu'en ce moment, on s'est beaucoup penché là-dessus en amenant des réponses numériques, toutes sortes de réponses. Et pour moi, puis pour nous, je crois que ça a ouvert un questionnement par rapport à, de manière générale, en tant que médiatrice, médiateur, comment est-ce qu'on répond à cette solitude qui peut être vécue socialement. Donc, c'est un premier point que ça a soulevé, puis je pense que ça peut être une réponse assez globale sur laquelle on va peut-être se pencher pendant encore fort longtemps.
Marie-Laure, est-ce que je te laisse continuer avec le deuxième Oui, point? bien, on peut arriver avec le deuxième point qui est vraiment le rappel, mais je suis sûre que vous avez tous ça en tête, que le numérique n'est qu'un outil et qui n'est qu'un outil parmi tant d'autres. J'écoutais Liliane dire cette relation qui a été fragilisée parce que oui, on était en confinement sur tous les lieux d'exposition. Tout à coup, notre public n'est vraiment plus là. Mais il faut se rappeler qu'on peut aller chercher autrement par le numérique. Comment est-ce qu'on faisait pour communiquer avant le téléphone, les lettres, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose, les médiateurs, les médiatrices, on est pro là-dedans, dans le mot se réinventer. On le fait à tous les jours dans notre quotidien. On essaie toujours de chercher de nouvelles solutions. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et aussi, se rappeler que le numérique, c'est avant tout, quand on est face au numérique, on est avant tout en relation avec soi-même. Comme en ce moment, j'ai l'impression de parler toute seule, de me parler. J'aimerais dire « Salut Véronique », j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en médiation au Musée d'art contemporain. Catherine Roy, je te connais pas du tout. Qui es-tu? Que fais-tu? Mais ça, je ne peux pas le faire par le numérique. Donc, vraiment prendre conscience de ça. Et je laisserai la conclusion par Marilyn Farley qui a, lorsqu'on écrivait le texte, a trouvé un thème que je trouve incroyable. Donc, je te laisse pour le troisième point, Marilyn. Oui, en fait, je ne sais pas si j'ai trouvé ce terme, en fait, ou si je l'ai entendu il y a longtemps, puis ça m'est revenu, mais on essayait de mettre en mots, qu'est-ce que ce serait d'ouvrir nos plateformes, nos lieux en tant que médiateur, médiatrice, puis qu'est-ce que ce serait une posture dans laquelle on accueille vraiment ce cri dans le néant, si on veut, parce qu'on peut se sentir justement très seul dans une situation comme celle-là, très désemparé aussi en tant que public, en tant que professionnel devant une situation comme celle-ci. Puis on a trouvé que faire acte d'écoute, c'était quelque chose d'important. Par là, ce qu'on entend, c'est dire, en tant que médiatrice, médiateur, en tant qu'organisme aussi culturel, comment est-ce qu'on reçoit ce qui vient vraiment de la population? Comment est-ce qu'on suit des besoins qui ne sont pas ceux qu'on croit voir, mais qui sont des besoins qui sont réellement là. Puis ça peut vouloir dire effectivement changer un peu notre rôle en tant que médiateur ou qu'organisme pendant un certain temps. Mais c'est bien sûr quelque chose, je crois, qui est très difficile à faire, mais qui est une action qui, un peu comme notre réflexion sur l'isolement, je pense que c'est une action, l'importance de l'écoute était présente avant, puis elle va être présente pendant fort longtemps pour rester, je dirais, au diapason de ce qui est vraiment nécessaire, puis aussi laisser une place que les gens puissent prendre. En tant que médiateur, on est beaucoup dans l'acte, on est beaucoup dans la parole, ce qui est fort bien, ce qui est très, très bien, mais on peut aussi être dans l'écoute et dans un léger retrait parfois peut-être pour laisser cet espace à être pris. La grande question, bien sûr, c'est comment, mais c'est pour ça qu'on se questionne là-dessus. Merci beaucoup pour ces éléments riches. Puis vous parliez du numérique comme un outil parmi tant d'autres, mais dans médiation, il y a le mot média aussi. Donc, le numérique est un média parmi tant d'autres, mais il y a la carte postale et même d'un point de vue, on pourrait dire, des sens, le numérique tend à privilégier le visuel en général, un peu l'auditif aussi, mais quand même, on passe à côté de l'exploration d'autres sens qui peuvent être enrichis ou développés par la médiation culturelle. Donc, je pense aussi qu'il faut garder ça comme point de vue. Donc, merci beaucoup. On va passer à Raviera, qui est journaliste, maître en archéologie et docteur en histoire, spécialisation en ethno-histoire de l'Université du Chili. Elle est professeure associée à l'Universidad de Playa Ancha à Valparaiso. Et puis, ces 5 dernières années ont été consacrées à l'étude des musées chiliens et de leurs relations avec leur public. Donc, la question que je poserais, c'est la notion de passer le mot. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, la notion de passer le mot. J'ai préparé une brève réponse. Accorder l'espace et le temps pour reconnaître ces récits divers des expériences survenues en situation de confinement et les réflexions qui surgissent sur le partage et l'imaginaire. À mon avis, il s'agit de récits qui convergent dans les deux fenêtres, celle du monde extérieur inaccessible en confinement et celle du monde virtuel que l'on a perçu réalisable, possible, mais qui révèle aussi un accompagnement presque d'attente. Passer le mot.
vient vers moi comme le geste qui encourage à chercher du point comment il y a entre les grandes différences de ces deux extrêmes d'un même continent. Distance qui est dans l'espace, mais qui en même temps, l'air du confinement nous amenait à réfléchir collectivement sur la façon dont nous pouvons malgré tout être ensemble. Le flânerie poétique de Guillaume Massotre dans les rues de Montréal en confinement, qui procède au passer les mots, incité en manière le même exercice de rang dans la ville en évoquant toutes ces colonialismes dehors une fois le confinement déclaré. Dans mon cas, il s'agit d'un grand port en mouvement constant de cargaison minérale et céréales qui exprimait sa grandeur hémisphérique, mais dans tout petit en déclin auquel arrivant certaines cargaisons partant du nord donne une relation de dépendance qui montre une des nombreuses façons dont la mondialisation est manifestée dans les paysages des villes portuaires. Je devrais maintenant passer le mot pour aborder l'entourage de l'autre fenêtre qui est l'écran d'un monde virtuel vers lequel nous avons été brusquement poussés comme Alice au pays de Marvel, séduite et séduite par les miroirs du numérique. Merci. Merci beaucoup, Rabiela. Puis j'ai trouvé aussi le texte intéressant, puis vous en parlez un peu dans votre intervention, où est-ce que le numérique est là, donc on n'est pas nécessairement contre, mais comment l'utiliser pour développer des réseaux qui sont un peu plus locaux, qui sont basés sur les intérêts des communautés finalement avec lesquelles on travaille. Je trouvais ça très intéressant. Donc, l'avant-dernier panéliste dans la première partie, c'est Fortner Anderson, qui est poète et performeur. Ses lectures et performances ont été présentées dans de nombreux événements à travers le monde. Il est actuellement vice-président de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle et membre du conseil d'administration de Culture Montréal. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai reçu la question de Jonathan et sur mes pensées sur la matérialité présentielle. Et je me demandais qu'est-ce que ça peut être la matérialité présentielle. Et j'ai fait la recherche Google, bien sûr, et parmi les milliards de pages web cataloguées par Google, il y a une seule mention de cette phrase matérialité présentielle, et c'était dans l'article, bien sûr, de Camille Bedard. Dans l'article de Camille Bedard, ils apparaissent qu'une seule fois dans le titre. Alors, voilà, nous sommes donc ici en train d'habiter le sens de ces mots dans notre conversation aujourd'hui. Dans le texte, Camille a dit à travers un écran, impossible de percevoir l'état de présence des artistes, de sentir les petites nuances dans le ton de la voix ou les subtils changements d'éclairage qui enveloppent la scène, une scène tout entière. Tout à fait. Et j'ajouterais, c'était aussi le cas pour l'artiste aussi. Les performeurs ou les performeuses sont aussi privés de la présence et des réactions du public. Dans l'article, le texte de Marilyn Farley et Marie-Laure Robitaille, elles définissent les médiations culturelles comme l'ensemble des actions
permettant la rencontre entre les publics, les objets, les savoirs culturels. Et avec un public derrière un écran et l'artiste devant une caméra, cette rencontre est bien sûr réduite à une simple consommation à voix unique. La diffusion des œuvres artistiques sur l'Internet commence à ressembler beaucoup de la télévision. Et la télévision, bien sûr, une communication de masse qui était plutôt apte pour la propagande, peut-être, que pour la médiation culturelle. Il existe, bien sûr, les réseaux sociaux qui permettent un peu d'interaction entre l'artiste et le public, mais l'utilisation des outils créés par les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, etc., vient avec un gros prix à payer en argent réel parce qu'il faut payer pour cette présence dans les réseaux sociaux, mais surtout avec d'autres échanges au profit des GAFAM sur le plan technologique, politique et idéologique. Alors, c'est à toi, Jonathan. Merci beaucoup. C'est assez riche conceptuellement. C'est sûr que commencer avec un terme comme matérialité présentielle, ça l'ouvre la porte aussi à beaucoup d'explorations qui sont définitivement intéressantes. Alors, en terminant, on va passer la parole à Guylaine Massoutre, qui est professeure critique et auteure. Elle détient un doctorat en littérature québécoise contemporaine de l'Université Paris IV Sorbonne. Passionnée par le théâtre et la danse, elle a publié, entre autres, Nous sommes le soleil, Femmes sous la dictature, Pavane, ainsi que, il manque un livre, mais elle a collaboré également au cahier livre du devoir de 1997 à 2017. Donc, pour Guylaine Massoutre, la question, c'est qu'est-ce que le slow art et comment peut-il nous aider à penser la médiation actuellement? Je sais que c'est un peu plate ce que je vais dire, mais est-ce que vous pouvez faire peut-être bref, comme on a déjà dépassé un peu pour la première section, et on pourra ensuite participer à une discussion un peu plus collective. Merci. Très bien, mais vous m'arrêterez si je suis trop longue. Alors, je fais un bref commentaire, je vais essayer de faire un bref commentaire sur la notion de slow art développée par Liliane et Jasmine, où je me suis retrouvée avec beaucoup de plaisir, comme d'ailleurs dans les autres textes, mais celui-là plus particulièrement, puisqu'il était question de présenter d'une façon plus concrète ce que pouvait vouloir dire une médiation sur des œuvres d'art. Alors, qu'est-ce que ça veut dire slow art? Ça veut dire une attention du regard qui est portée sur l'œuvre d'art et qui consiste à accompagner le public en lui accordant une grande autonomie, c'est-à-dire du temps, pour que l'œuvre entre en résonance avec lui ou elle et que cela constitue en soi une expérience qui va donc déboucher sur une conscience et donc une verbalisation et donc une possibilité de partage. Voilà ce que j'ai compris. Et alors, quels étaient les points qui me semblaient les plus forts? Eh bien, dans le texte, c'est que la réflexion sur le numérique me semblait aller dans deux directions. Une direction d'aide à la démarche de médiatisation par la décomposition de l'œuvre et l'amplification qui est donnée pour diriger la lecture, proposer une lecture ouverte, et d'autre part, le contraire, c'est-à-dire que par l'outil numérique, la stimulation du public, s'il est là, s'il est présent, devient effrénée, comme dans toute communication de ce type. L'image qui est libérée est de plus en plus, devient elle-même caduque, même si elle est dirigée d'une autre façon et toujours sur une œuvre d'art. Les images qui sont portées pour rentrer dans cette œuvre deviennent aussi caduques par cette stimulation temporelle.
Donc, l'observation en présence ne peut pas, si j'ai bien compris, et ce que je comprends bien, c'est à quoi j'adhère aussi, ne pas être remplacée par l'outil de la vidéo, qui a sa lenteur, qui a son intérêt, qui a sa capacité de concentration et de résistance à un autre type de relation effrénée à l'œuvre, c'est-à-dire inutile, au fond. Mais cet outil vidéo va transformer aussi, le médium vient transformer en fait ce sur quoi porte le regard. Donc on peut dire aussi que les artistes évidemment n'ont pas attendu d'une certaine façon les médiateurs pour intégrer cette réflexion qui interroge toute la sensorialité, qui interroge le temps, qui demande un nouveau recentrement. Et c'est l'objet aussi de notre rencontre, quel est l'effet, quels sont les effets de cette médiation sur la mémoire, sur le corps, sur l'analyse, sur l'expérience. Au fond, donc, le résultat m'a semblé très intéressant parce qu'il est mitigé et je l'ai comparé d'une part avec ce que j'ai proposé moi-même, mais aussi avec l'expérience de Faulkner qui revient à dire au fond comment retenir le public, comment rejoindre des publics cibles. Et bon, cette question-là, je pourrais peut-être m'arrêter tout de suite et reprendre après ce que j'ai proposé comme expérience. Voilà. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je trouve ça intéressant, vous parlez du médium qui n'est pas neutre, en quelque sorte, il marque le contact. Donc, on le voit parfois le numérique comme étant apolitique ou un autre médium au final, mais il marque, il va changer ce qui est consommé, de la manière dont c'est vu, produit, etc. Et aussi, dans les textes en général, on parle beaucoup d'espace, donc le territoire numérique ou des musées ou les lieux dans lesquels se déploie la médiation comme un espace, mais vous intégrez la notion du temps aussi qui se transformerait avec le numérique. Je pense que c'est une composante qui est aussi à prendre en considération puis qui est très intéressante. Donc, merci pour cette première partie. Dans un second temps, ce que je souhaiterais faire, on en a parlé avec Eva, évidemment, c'est de dire, bon, on a fait face à des obstacles qui vont peut-être disparaître bientôt, on n'a pas tous les éléments, mais est-ce que certains acquis ou certaines pratiques pourraient demeurer? En d'autres termes, qu'avons-nous appris des expériences en cours et comment réinjecter nos apprentissages dans les pratiques de médiation? Est-ce que quelqu'un voudrait briser la glace? Et je vous invite aussi, les participantes et participants, à inscrire vos questions dans le chat. Si vous voulez, on peut s'en servir comme base pour orienter les discussions, évidemment. Même s'il y a une période dédiée de questions à la fin où on pourra le faire de vive voix. Marie-Laure, peut-être pour commencer? Écoute, je me jette à l'eau, là, mais personnellement, je pense, mais ça rejoint toutes nos interventions, là, c'est vraiment la notion d'accessibilité. Je pense qu'on avait oublié que certains publics, certains citoyens sont confinés à l'année. On avait oublié aussi que le numérique, comme Camille Bédard disait, c'est pas quelque chose d'acquis. Il faut oublier que le numérique est acquis. Il y a une fracture numérique vraiment importante selon votre statut socio-économique. Donc, personnellement, je vais parler de manière très, très personnelle, c'est vraiment une ouverture, dire, OK, il faut peut-être retourner à notre table à dessin, comment faire pour avoir une plus grande accessibilité et essayer de trouver des moyens alternatifs, moyens de... Là, je vais parler de diffusion parce que je travaille pour des maisons de la culture, donc la médiation culturelle est toujours très collée à la diffusion, mais d'essayer de trouver des lieux de diffusion alternatifs, donc des lieux de médiation alternatifs autres que nos lieux, que ce soit des maisons de la culture, des musées, des centres d'artistes. Donc, je ne sais pas si je suis dans le champ ou si quelqu'un veut rajouter à tout ça, co-construire le discours. C'est bien. Et tu as raison, puis là, il y a déjà des appels à projets qui sont sortis qui vont un peu dans ce sens-là, avec les voies actives sanitaires. C'est des projets surtout audio-numériques, je pense, mais il y a toute une réflexion qui est à faire sur l'investissement des espaces publics, étant donné que, bon, en termes de lieux de diffusion, il y a un accès, mais ça ne sera pas suffisant finalement. Donc, moi, je trouve ça intéressant lorsqu'on croise art, culture et espace urbain. Évidemment, c'est de penser en réponse à la COVID, mais aussi à moyen et long terme, comment ces initiatives pourraient devenir structurantes et pérennes. C'est l'objectif, je pense, si on veut justement une médiation de qualité qui se déploie dans la durée. J'ai une question. C'est un pouce, en fait. Séminaire. Oui, ça marche. Est-ce que... C'est bon, c'est correct. Je croyais que c'était vous qui avez le contrôle du micro, mais...
j'ai réalisé que j'avais mon propre contrôle. Oui, pouvoir, contrôle. Moi, deux choses, oui, effectivement. Je pense qu'il y a des... Au niveau de l'accessibilité, dans mon cas, par exemple, au lieu d'aller à Toronto faire découvrir des collections ou des ateliers d'artistes, ben, on peut permettre aux gens, aux participants de le faire sans se déplacer, sans prendre le train ou l'avion, etc. Donc, c'est des économies aussi de coûts. Mais moi, je voulais amener un autre aspect, en tout cas dans le cas de l'institution, au niveau peut-être plus des organisations. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les médias sociaux, ils sont souvent la chasse gardée des départements des coms, ou en tout cas, il y a des gens qui sont, disons, spécialisés dans les réseaux sociaux, les médias sociaux, les sites Internet, etc. Et ces gens-là n'ont pas nécessairement une formation en éducation ou en médiation, ne connaissent souvent pas ce qu'est exactement notre travail, parce que notre travail se fait en toute liberté, mais en tout anonymat aussi, parce que c'est un travail qui est éphémère, qui ne laisse pas de traces. C'est une force, parce que ça crée un espace de liberté où il y a un engagement temporaire entre un certain nombre de personnes. Les gens sont présents, mais peuvent décider de se taire ou de participer. Il n'y a pas de conséquences à cette interaction-là. Tandis que quand on le sait, quand on s'affiche, quand on poste, quand on existe dans les réseaux sociaux, il y a des conséquences, il y a des traces, il y a des répercussions. Donc, moi, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment ça, là, le cataclysme, c'est que ça a montré un peu les jeux de pouvoir entre, d'un côté, les gens qui sont plus dans le quantitatif, donc on parle de nombre de posts, de nombre de participants, de nombre de clics. Là, je vois les têtes qui font ça. L'aspect monétaire, on l'a abordé tout à l'heure. Financier, ben, on n'a pas acheté de licence Zoom. Oui, il faut acheter tout un coût. Et parallèlement à ça, donc, le royaume, le domaine de l'éducation qui est beaucoup plus dans le partage, dans la gratuité, on donne sans rien attendre en retour. Donc, moi, je trouve qu'il y a eu c'était nécessaire, je pense, là, mais il faut que ça se poursuive. Donc, cette espèce d'écoute mutuelle où je pense que là, il faut vraiment délimiter notre territoire puis essayer d'avoir notre part du gâteau parce que on nous demande toujours plus, on nous demande de nous adapter parce que moi, j'appelle ça le glouton médiatique. Hein, vous savez, c'est une bête affamée qui a besoin de contenu, qui a besoin de diffuser. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais à toutes les secondes. Et parallèlement à ça, nous, on est habitués d'être plus dans un temps plus lent de réflexion et de qualitatif. Merci beaucoup pour cette intervention. Puis c'est vrai, on a vu beaucoup d'initiatives en médiation se déployer via Facebook, mais on essaie de penser localement, de penser différemment en termes de quartier, mais au final, on devait quasiment obligatoirement passer par les canaux centraux de communication qui sont dans la convergence. Donc aussi, c'est une limite technologique. Donc, il va falloir aussi penser à comment on peut se ressortir de ça. Malgré, il y a beaucoup de commentaires qui sont liés à ça, je pense, une insécurité, on ne sait pas exactement quelles vont être les mesures de distanciation, pour combien de temps ça va durer. Donc, c'est difficile de planifier aussi dans un futur même proche, là, en raison de ça. Donc, on espère avoir une idée plus claire bientôt. Je donnerai la parole. Il y a 3 mains levées des panélistes. Jasmine, ensuite Camille Bédard et ensuite Camille Tremblay. Ben oui, je rejoins vraiment ce qui a été dit, mais j'ajouterais aussi, en fait, moi, il y a deux enjeux que je vois. Celui qui a été nommé, effectivement, nous, on avait fait via Facebook, faute d'autres choses, hein, je veux dire, et je suis tout à fait d'accord avec Fortner, Facebook, d'un point de vue éthique, que ça devienne la plateforme d'une institution muséale. Je trouve que c'est problématique. Mais donc, on fait une recherche à cet égard-là, quoi faire, que faire avec les peu de moyens dont on dispose. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, en milieu muséal, il y a beaucoup de textes qui sont sortis post-confinement, comme quoi que les visites vont se faire autrement. La visite va être maintenant une relation privilégiée avec l'œuvre parce qu'il va y avoir moins de monde et tout ça. Mais moi, je me demande qui seront ces privilégiés. D'où encore cette
question d'accessibilité. Je veux dire, on a tous été éduqués dans la démocratisation culturelle, qui est une belle utopie, mais qui reste quand même qu'on a beaucoup avancé à cet égard-là. Mais là, on sait que les écoles viendront probablement pas. Les groupes communautaires, c'est une grande question également. Et qui seront ceux qui vont se déplacer? Nous, c'est une question qu'on va évidemment valider. On réouvre samedi. Mais j'ai comme l'impression qu'on va perdre des plumes là, par rapport à l'accessibilité aux arts et à la culture. Là, je parle évidemment du milieu muséal en arts visuels, mais je pense que ça s'adresse à toutes les disciplines. Donc ça, c'est vraiment des questions pour lesquelles, pour moi, c'est vraiment où on réfléchit avec Liliane, entre autres, là-dessus, mais pour lesquelles j'ai pas vraiment de réponse. Ceci dit, il va falloir faire gaffe là, vraiment à cet égard-là. Donc voilà. Merci, Jasmine. Camille Bédard? Oui, en fait, je voulais renchérir un peu sur ce que Marie-Laure avait partagé, puis en fait, toute la discussion en général, je vais peut-être parler un peu de notre expérience avec le OFTEA cette année, parce que nous, on est en art vivant. Donc, l'art vivant, c'est quand même... le mot le dit, là, c'est dans le vivant. Donc, quand il n'y a pas de... Puis mon oxymore du titre, c'est tout à fait inventé, Fortner. Donc, il n'y avait rien... ça ne me surprend pas qu'il n'y avait rien à trouver dans les résultats de recherche Google, outre mon texte. Mais c'est ça, nous, on a beaucoup réfléchi à la formule du festival cette année dans un format, ce qu'on a appelé le OFTEA déconfiné. Parce que d'habitude, dans le fond, ce sont des spectacles en salle où le public est présent, l'œuvre se déploie dans la salle. Puis les dernières années, à la SAR, il y avait différentes méthodes de rétroaction qui sont appelées les sessions Larsen, qui sont, dans le fond, des méthodes de rétroaction constructives adaptées de la méthode de Dassart aux Pays-Bas. Et donc, il y avait des moments de rencontre avec le public après les spectacles. L'année passée, il y avait plein de micro-interventions. Les gens pouvaient écrire sur un post-it à la sortie de la salle, mettons, ce à quoi l'œuvre leur avait fait penser, différents formats comme ça pour que... Et après, nous, on donnait ça aux artistes après le festival. Donc, ils pouvaient repartir avec ça dans leur bagage du OFTEA. Donc, cette année, évidemment, on a réfléchi beaucoup à la question de comment on fait un festival d'art vivant qui ne soit pas juste j'ai juste le mot en anglais, le depository, mais comme une archive d'enregistrement, de captation, dans le fond, de spectacles. Pour nous, c'est pas le principe des arts vivants. L'art vivant, c'est qu'il y a un partage, un moment conjoint, un moment commun où l'artiste, le public, l'œuvre, sont en même temps dans cet espace numérique ou présentiel. Parce qu'aussi, ce qu'on trouvait important de faire, c'est que le OFTEA ne se déploie pas uniquement en ligne. Pour différentes questions qui ont été, enjeux qui ont été soulevés, c'est-à-dire les enjeux d'accessibilité numérique, mais aussi parce que, dans le fond, les artistes, il y en a qui ne voyaient pas comment adapter ou réinventer leur pratique sur un format numérique, mais qui avaient des idées de déambulatoire dans l'espace public ou de podcasts qui puissent être faits de façon autoguidée, qui changent évidemment du format original, si on veut, de l'œuvre, mais qui a permis, puis nous, on essaie toujours de réintroduire cette notion de relation avec le public pour construire une expérience qui soit enrichissante, puis pour revenir à un mot que j'ai utilisé plus tôt, qui soit engageante de la part du public et pas seulement quelque chose qui soit passif. Puis, donc, le festival s'est déployé sur différentes plateformes. Les artistes ont fait preuve d'une inventivité extraordinaire. Par exemple, Davis Splett et Gislina Patterson ont aussi une performance qui s'appelle 805-4821, qui d'habitude est dans une salle, donc un rétroprojecteur qui, et Davis, dans le fond, dévoile graduellement un texte
ne lit pas le texte, c'est uniquement visuel, projeté à l'écran. Et donc là, comment ça a été transposé? Ça a été fait sur Google Doc. Donc, le texte apparaissait en live sur Google Doc. Donc, le public devait se connecter à des moments précis pour avoir accès à la performance. Donc, ça a permis de créer d'autres liens. Puis après, donc, c'est de réfléchir à comment activer l'espace numérique autrement. Mais aussi utiliser d'autres formes. Je me souviens pas, je pense que c'est Marie-Laure qui mentionnait les appels téléphoniques. Il y a un des artistes du festival qui a fait ça, Nate Yaffe, avec Slippery Slit, où il fallait appeler un numéro à une certaine heure et la performance se déroulait via le téléphone. Après, là, j'utilise ma promo, mon kit promo de festival, si vous le permettez. Mais dans une des partitions de danse de Camille Lasselle-Wildsey et Nian-Su Wang, en fait, on a livré des kits festivaliers aux festivaliers qui étaient situés dans des périmètres centraux sur l'île de Montréal. Et donc, ces chanceux festivaliers et festivalières ont reçu la partition réelle, tangible, alors que pour tout le monde, elle se retrouvait sur le site web, donc l'expérience était disponible, mais donc il y avait une forme d'incursion, si on veut, puis une façon pour aller rejoindre les gens autrement que ce qu'on fait habituellement en salle, où on croise les spectateurs à la sortie, où on les croise dans des espaces autres, des QG de festival, des parties de festival. Un party sur Zoom, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut se rendre à l'évidence. Merci, Camille. Je donnerai la parole à Marcel Dubé, ensuite Guylaine, et peut-être qu'on pourrait prendre les questions du public par la suite. Il y a déjà des commentaires qui ont été mentionnés dans l'espace de chat, donc on pourrait ouvrir la discussion par la suite. Marcel? Oui, bonjour. Merci de m'offrir cette occasion. Bien, j'irais aussi dans le sens de la notion d'accessibilité puis de la fracture numérique. En fait, moi, la question que ça m'a posée, parce que tout ce temps du confinement, j'ai essayé, moi, de vivre de l'intérieur des pratiques, d'aller vers aussi quelque chose de nouveau, comme, j'allais dire, participante. Mais finalement, la question que ça m'a posée, comme je suis déjà baignée dans certaines choses, ben, est-ce que, comme les réseaux sociaux entretiennent souvent le même intérêt, les mêmes personnes, comment on fait justement pour aller percer des nouveaux publics et faire que des personnes, mettons, rentrent au musée par le virtuel alors qu'ils ne se sont jamais pointés de façon physique? Donc, moi, c'est les questions que ça me pose, le numérique. Puis je me rends compte, moi, je ne suis pas du tout sur Facebook. Donc, j'ai passé par d'autres canaux pour aller chercher effectivement des moments privilégiés. Entre autres, justement, j'ai fait fonctionner mes oreilles plus que mes yeux parce qu'ils étaient trop happés par l'écran, par le travail que j'avais à faire. Donc, c'est ça, la question de l'accessibilité, de la fracture numérique, mais le public qu'on vise, où il est et comment on va aller le chercher, ce public empêché ou non, dédié aux arts éventuellement. En tout cas, ça me pose la question dans la médiation culturelle standard, mais ça la pose doublement, il me semble, dans le numérique. Voilà. Merci beaucoup. Donc, juste avant de donner la parole à Guylaine, on aimerait pas... en fait, après avoir donné la parole à Guylaine, certaines personnes souhaitent entendre le Musée national des beaux-arts du Québec et Patty Van Roos. Donc, si ces deux personnes-là veulent parler par la suite, juste lever la main sur Zoom pour ne pas que je vous mette under the spotlight. Si ça ne vous tente pas de parler, mais je pense qu'on voudrait entendre l'initiative de médiation culturelle à l'extérieur au musée. Donc, pour le moment, on va aller avec Guylaine.
Juste apporter peut-être un regard un peu complémentaire, il me semble, c'est que le confinement, moi, m'a semblé très fortement affecter la culture, c'est ça aussi dont on parle, et je me suis demandé, donc ma démarche était la suivante, de me dire comment résister à cette fracture de la culture par l'absence de présence, et comment le numérique va venir, au contraire, peut-être réparer une partie en tout cas de cette cassure. Donc je me suis intéressée à la question du territoire culturel, et pour moi c'est ça qui apparaît au fond comme un gain, comme un lieu aussi possible de discussion, c'est que l'expérience du confinement et le recours aux outils de la médiation redéfinissent notre territoire culturel, hein, et nous donnent un territoire qui est plus grand. Là, je fais appel à la philosophie pour parler d'un espace en 3D, au fond, dans lequel se trouve placé tout un chacun qui est démuni, qui est bouleversé dans ses habitudes de travail et puis de relations aux autres et de communication. Donc, cet espace culturel qui a été ouvert, hein, il affecte le corps déjà en partie. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé, moi, de la marche. Mais et comment relier la marche à un espace signifiant? Donc, au fond, je résume pour dire que le nouveau territoire culturel qui a été un petit peu dégagé par, si on peut voir un aspect positif au confinement, c'est qu'il devenait un espace sémiotique absolument énorme. Il fallait que chacun se débrouille avec son entrée, était sollicité au fond, était invité à aller chercher de la médiation. Pour sortir de cet immense espace sémiotique où tout fait sens et rien ne fait sens. Hein? Donc, la lecture de notre monde quotidien, de notre monde isolé, de notre monde fracturé, elle redevenait possible par les outils de la médiation. Et c'est ça, au fond, le côté complémentaire que je voudrais souligner, qui a paru peut-être pour certains comme quelque chose qui n'avait pas de retour vers la médiation, mais qui en fait en a beaucoup d'un point de vue théorique. C'est-à-dire, on a pleinement que pour sortir de toutes les questions que vous posez, il fallait réinjecter au fond de l'écoute, du regard et du sens, et que ça ne pouvait se faire que par, en tout cas dans un premier temps, ce qui nous a été proposé, c'est d'utiliser ces outils. Ces outils virtuels pour se raccrocher au fond au social, à l'espace anthropologique et continuer à donner du sens à nos activités. Donc au fond c'est ça, cette réalité augmentée, cet espace augmenté qui me semble solliciter, puis voilà, nous réunir aussi tous aujourd'hui. Merci Guylaine. Fortner, vous voulez prendre la parole? Oui, moi je vais retourner. Je pense qu'il n'y a pas grande leçon qu'on va apprendre de notre temps en confinement, ou plutôt les leçons seront négatives, qu'on va voir une dégradation importante dans notre qualité de vie qui va perdurer aussi longtemps que le confinement existe. Mais ça va poser aussi quelques problèmes très pratiques pour les artistes. Je pense que tout le monde a vu les présentations sur Facebook, une lecture de poésie ou une pièce de théâtre et autres. Et je veux souligner la piètre qualité de cette présentation. Piètre qualité dans le sens technique. Et pour avoir une technique qui est concurrentielle avec la télévision ou d'autres, il faut un investissement très important. Une live streaming d'un événement Facebook par caméra, ça prend plusieurs employés, plusieurs personnes et des équipements spécialisés. Et le coût était presque 4-5 000 par séance de quelques heures. Alors, ça veut dire que, et sans avoir
aller à ces genres de techniques. Je pense que une grande partie des artistes qui n'ont pas les ressources seront très vite mis à la marge. Et on va le mettre avec d'autres sur les plateformes sociales aussi, pour contourner les algorithmes. Il faut avoir un budget de publicitaire énorme. Et alors, ça va créer des problèmes très pratiques et difficiles pour les artistes dans le futur. Merci, Fortner. J'avais une question de Nancy de Rappel Parole Création. Est-ce que vous voulez prendre la parole? En fait, je trouve que... Bonjour, Fortner. Je trouve que Fortner a déjà donné une partie de réponse à ma question. Il vient de le faire. Par contre, je me demandais, parce que je suis désolée, je suis arrivée en retard parce que j'avais une autre réunion qui a débordé. Je me demandais si, au cours du bout que j'ai manqué, s'il y avait des gens qui avaient parlé des solutions ou des apports que ça a été pour eux. Nous, on avait une programmation d'une quarantaine d'événements de prévus cette année et on l'a transformé en grande partie avec Rappel Parole Création. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas fait. Par exemple, je trouve que des fois, quand on commence à regarder, de plus regarder qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, puis qu'on commence à réfléchir davantage à ce qui serait possible de faire. Nous, par exemple, on est en train d'organiser toute une série de 6 spectacles de poésie conjointe avec des pays étrangers, avec des artistes de rue dans certains pays, etc. Alors, ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu penser faire avec notre programmation normale. Puis, je trouve que ça serait intéressant qu'il y ait une mise en commun des pistes de solutions, c'est-à-dire Forcément, on est obligé, on n'aime pas ça se faire dire « renouvelez-vous, renouvelez-vous », puis on n'a pas d'énergie pour le faire, mais je pense que en tout cas, ça serait intéressant d'avoir une mise en commun des pistes de solutions. Je ne sais pas si ça faisait partie de la première partie que j'ai manquée. En fait, non. Peut-être que Eva pourrait dire un mot là-dessus. Je sais qu'il y a une professeure de l'UQAM, Anouk Bélanger, qui travaille sur une cartographie des pratiques de médiation culturelle pendant le confinement, mais je ne sais pas si l'objet de cette recherche-là doit être d'aider le champ de la médiation, ou plutôt c'est une approche théorique d'avancement des connaissances fondamentales. Je ne sais pas si tu sais, Eva. Non, ce n'est pas du tout une approche théorique. On pourra remettre le lien dans le chat. En fait, c'est vraiment une collecte de pratiques, de projets qui ont eu lieu. Je pense qu'on a cité un foisonnement créatif. C'est une documentation des pratiques de médiation et d'action culturelle à l'ère du confinement. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Sinon, j'ouvre la discussion aussi pour une autre question qui porte sur les jeunes publics. Question posée par Karine Gaulin qui demande si on a des pistes de réflexion quant à la rencontre avec le public des tout-petits. Ou le numérique, évidemment, pose une question qui est complètement différente, donc c'est incompatible avec la distanciation physique. Est-ce que vous travaillez avec les jeunes publics dans le cadre de vos pratiques? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Moi, je la lève. OK. Je vous écoute. Oui. Moi, je travaille dans une bibliothèque publique. Et puis, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a essayé de rejoindre nos petits bouts de chou qui venaient en bibliothèque pour se faire raconter des histoires via les réseaux sociaux. Et puis, ça a bien fonctionné. Il y a eu une bonne réponse. Donc, c'est
presque en allant les chercher un à un, c'est-à-dire en ciblant les parents qu'on avait comme membres dans la bibliothèque, à la bibliothèque, pardon, on a pu inviter ces parents à se joindre à nous sur nos réseaux. Et puis, comme ça, on a réussi à communiquer avec les enfants. Et là, je trouvais que Fortner avait une très bonne analyse parce que nous, ça a été effectivement un grand défi d'avoir une qualité d'image, de son avec les enfants, puis de leur permettre justement, on tenait à pouvoir communiquer avec eux en simultané parce que des enfants, ils ont besoin de ça. Donc, on leur disait bonjour, on les saluait, les parents répondaient pour eux sur le chat. Et puis, après, on a eu beaucoup de problèmes avec le son, beaucoup de problèmes avec la qualité de l'image. Et puis ça a été très, très dommage. Maintenant, on est à essayer de se mettre à la page, mais encore là, ça demande énormément de temps. À trouver le bon matériel, ce qui nous correspond, ce qui est facile à utiliser, ce qui serait agréable pour nous et pour tout le monde. Et ça demande aussi beaucoup de moyens financiers. Donc, nous, c'est ce qu'on a réussi à faire avec notre jeune public. C'est les parents, en fait, qui ont été sollicités pour suivre des petits comptes en ligne. Et puis, c'était vraiment 15-20 minutes avec une proposition de bricolage à la fin. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marjorie, pour cette intervention. Est-ce qu'une personne des panélistes veut rebondir là-dessus? Javiera a dû nous quitter, malheureusement. Donc... Je pense qu'il y a Carla qui souhaitait prendre... En fait, moi, c'est plutôt une question. Je travaille aussi également avec le jeune public au Centre canadien d'architecture et je questionne beaucoup au fait la direction d'aller complètement au digital, au fait. Je me demande par rapport à la fatigue, parce que je sais que les enfants doivent aussi faire tout le travail d'école par Internet et que les parents utilisent aussi beaucoup les vidéos ou les écrans pour pouvoir eux-mêmes travailler à la maison. Alors, je me demande, ce serait quoi le rôle, disons, d'une institution qui a des espaces publics de pouvoir donner un espace matériel pour que ces enfants puissent se réunir, ou même l'idée de déplacer l'institution et de dire si on est différents employés dans une institution et qu'on habite dans certains quartiers, est-ce qu'on pourrait donner des ateliers dans ces endroits-là? Alors, c'est plutôt des réflexions et ma question c'est est-ce que vous avez déjà approché cette question du côté de la sécurité? Alors, de voir qu'est-ce qu'on a le droit ou le droit de ne pas faire en termes de santé et si vous avez des réflexions par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un... Oui, Camille Tremblay. Oui, merci pour ta question. Je trouve ça vraiment intéressant puisque c'est la question que j'ai eue en permanence avec mes activités du jeune public. Non, je n'ai pas de réponse pour la sécurité, mais qu'effectivement, le tout digital ou le tout numérique, peut-être comme on s'imaginait, était très compliqué, car il n'y avait pas seulement comme ce qu'on a dit en fait au tout début, on s'imaginait peut-être que certains groupes d'âge forcément maîtrisaient plein de choses du numérique et en fait, tu te rends compte que non et qu'en plus, ils n'ont pas accès à ces outils. Et aussi, les enseignants n'étaient pas du tout forcément formés. Très peu avaient, par exemple, fait des classes virtuelles ou ce genre de choses. Donc, c'était extrêmement difficile et c'était toujours différé. Donc, tu passais par un enseignant qui lui-même ne savait pas trop comment travailler, en plus avec tout ce qui se passait, et des étudiants qui n'avaient pas forcément accès. Donc, je trouve intéressant, en fait, ta réflexion, proposition d'un espace matériel de certaines institutions à mettre à disposition, parce que, sans dire que c'est la solution, parce que je pense qu'il y aurait peut-être des solutions numériques propres au numérique à trouver. Je ne les ai pas parce que je pense que j'ai réalisé en même temps que les jeunes n'avaient pas forcément accès à des outils ou connaissance de ces outils, mais que moi non plus, et que j'avais une vision du numérique peut-être un peu, à la fois au début complètement fantasmée en me disant qu'on allait pouvoir faire des millions de choses et en fait, je me suis j'ai vite eu des obstacles. Donc, il y a aussi tout un travail à faire, j'ai l'impression des fois de définition, qu'est-ce que le numérique, comment on peut l'utiliser, est-ce simplement un outil ou est-ce quand même autre chose?
et surtout, alors comment le définir à ce moment-là. Et donc, je trouve intéressant, on en parlait en fait, on a beaucoup parlé de cette complémentarité, mais pour moi, cette hybridité-là, cette complémentarité, elle fait partie de la solution. Parce que ce que tu proposes, par exemple, là, en t'entendant, ça me donne envie de dire oui, faisons des activités jeunes publics au CCA, ce serait absolument génial, en plus, puis découvrir le lieu. Mais en même temps, là, on sort du numérique, alors je trouve que c'est des bonnes questions parce que ça nous confronte à, d'accord, mais alors comment quand même utiliser ça et pas l'un à la place de l'autre ou l'un à défaut de l'autre. Donc, désolée, je n'ai pas forcément répondu, j'ai peut-être encore ouvert quelque chose. Mais voilà, je trouve que c'est aussi des questions de base où moi, je réalisais que le numérique, des fois, j'avais un peu une vision. On parlait beaucoup de Facebook, justement. Tout d'un coup, moi, dans ma tête, c'était bon, les réseaux sociaux un peu, puis bon, Zoom que je découvrais. Et je n'arrivais pas à penser mes activités autrement que une sorte de case carrée, là. Et je trouvais dommage. En tout cas, j'aurais envie aussi, d'ailleurs, si vous avez… Si je peux me permettre, oui. Je pense qu'avant le numérique, puis je pense entre autres au CCA, il y a souvent des visites qui ont été organisées. On parle d'architecture, donc de se promener dans la ville, découvrir. On peut revenir au bon vieux feuillet pédagogique. Je veux dire, la médiation ne nécessite pas toujours la coprésence du médiateur et des participants. C'est sûr qu'idéalement, il y a le trinôme, mais je pense que les médiateurs sont à même de concevoir des outils pédagogiques pour donner le goût aux enfants, aux adolescents, aux personnes âgées, surtout en ce moment, de se promener dans la rue parce qu'on peut enfin sortir, avec ou sans masque, avec ou sans son chien, et découvrir les éléments architecturaux qui nous entourent. Il y a déjà toutes sortes de gens qui le font par pur plaisir, mais si on peut, je pense que c'est d'accompagner. On offrait, par exemple, nous-mêmes au musée, on offrait il y a plusieurs années des trousses pour les familles autonomes, c'est-à-dire sans qu'elles aient besoin d'avoir un médiateur et qu'elles pouvaient prendre et faire des activités en salle librement. Je pense que ça, c'est pour le CCA. Entre autres, je sais qu'Héritage Montréal en a fait. Je sais que j'ai déjà participé au CCA à des visites de ce type-là aux alentours. Donc, peut-être consulter vos collègues qui ont été mis à pied ou qui ont pris leur retraite. Merci. Merci pour cette intervention. Je donnerai la parole à Danielle Racine de la Ville de Montréal, puis Marilyn Farley et Jasmine par la suite. Oui, bonjour. Donc, pour peut-être répondre à ces interrogations sur quoi faire à part le numérique, moi, je ne suis pas de l'école, justement, où je considère que la médiation culturelle doit se faire par le numérique, nécessairement actuellement. Je pense qu'à Montréal, il y a certains organismes, certains artistes qui travaillent avec le numérique, qui ont déjà cette expertise-là, mais je vois qu'on est plutôt dans une période où il faut aller vers les populations qui sont marginalisées, qui sont éloignées de nous, du milieu culturel. Donc, nous, à la Ville, le réseau Accès Culture est en train de préparer un plan de déconfinement et même à partir de cet été, avec les nouvelles consignes, il y aura déjà des projets, petits formats de rencontres en médiation culturelle. Il y aura des camps de jour en extérieur dans les parcs. Donc, à la rentrée, à l'automne, on sera déjà quand même beaucoup dans des formes, petits formats de rencontres avec des partenaires communautaires. Donc, on est en train de voir comment on va pouvoir fonctionner. Il va probablement y avoir beaucoup de formats hybrides aussi, mais c'est vrai, comme vous avez dit, plusieurs d'entre vous, je pense qu'il faut pas on ne peut pas se transformer spécialiste, on ne peut pas non plus devenir des spécialistes de diffusion, parce que dans la discussion qu'il y a eu, il y a la diffusion, il n'y a pas juste la médiation culturelle. Quand on parle de diffuser sur les réseaux sociaux, moi, je suis tout à fait d'accord que Facebook n'est pas nécessairement la plateforme idéale non plus pour les institutions. Il y a toutes ces réflexions-là à avoir et je crois qu'on est dans une période plutôt même pas de transition, on est dans une période intermède, je dirais, où on doit réfléchir, modifier un peu nos façons de faire, mais rapidement, je crois qu'en médiation culturelle, on est bien positionné pour aller vers les gens
sortir dans la rue et rester en lien, effectivement, parce qu'on le sait, on se retrouve, plusieurs d'entre nous, comme ça en réunion zoomienne. On trouve même des nouvelles façons de le nommer, mais c'est pas une approche qui permet de rejoindre les publics, entre autres, et les personnes qu'on veut rejoindre en général dans les projets de médiation à caractère inclusif, je dirais. Merci beaucoup pour cette intervention, Daniel. Et je céderai la parole à Marilyn. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais juste faire un petit rebond. C'est dommage parce que Javiera a dû quitter, mais dans son texte, il y avait cette mention des réseaux de solidarité au Chili, donc des réseaux de solidarité dans les quartiers entre les familles, non seulement pour donner accès, si j'ai bien compris, elle a décrit un petit peu dans le chat, à des informations vraiment importantes et cruciales de survie, mais aussi, et sur les droits sociaux, mais aussi à des informations, des expériences qui circulent, des expériences culturelles. Donc, elle le mentionne dans son texte. Puis, ça me semble être quelque chose d'important en tout lieu, en fait, qui vit de l'isolement ou du confinement, parce que ça amène peut-être cette partie d'hybridité. C'est-à-dire que si on a un certain nombre d'initiatives qui sont en ligne, par exemple, ben justement, on a cette problématique de comment rejoindre les gens qui ne sont pas rejoints par le numérique. C'est peut-être justement par ça, par cette proximité de quartier, si on a un quartier qui est en général rapproché ou pas très rapproché, mais peut se rapprocher dans des instances comme celle-ci. On l'a vu avec les voisins qui s'aident avec l'épicerie, par exemple, ou qui s'aident avec des trucs d'urgence quand il y a eu au tout début du confinement. Et pour moi, ça peut être cette façon aussi d'aller non seulement rejoindre les personnes qui sont généralement nos publics empêchés, mais aussi assurer, par exemple, qu'il y ait un suivi culturel auprès des enfants, auprès des familles, encourager les personnes peut-être qui ne savent pas, qui n'ont pas accès à certains outils, d'y avoir accès avec l'aide des personnes qui habitent près d'elles, etc. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose à développer là-dedans qui est sur du long terme. On a eu très peu de temps pour développer ces choses-là quand tout ceci est arrivé. Mais il y a une clé là qui me semble importante. Puis, on parle beaucoup de décroissance récemment. Puis, pour moi, décroissance, ça veut aussi dire s'interroger sur ce qui se passe juste à côté de chez moi, dans ma propre maison, dans l'autre maison à côté, donc dans l'appartement d'à côté, savoir comment est-ce que avec, disons, le peu de connaissances que j'ai ou avec le peu de ressources que j'ai, est-ce que je peux aider mes voisins à eux se connecter. Puis quand je parle de connexion, je ne veux pas seulement dire le numérique, je parle de manière plus globale. Donc, je voulais faire ce lien-là avec le texte Javiera parce que justement, on parlait d'isolement un peu plus tôt, puis ça me semblait quelque chose de fort pertinent. Puis aussi, je suis consciente du fait qu'en y allant dans ce sens-là, on peut peut-être pas calculer l'ampleur ou combien de personnes vont avoir utilisé nos ateliers de médiation, combien de personnes vont avoir participé, tout ça. Je pense que c'est Fortner qui mentionnait qu'il y a un moment où mesurer la participation, ça devient difficile. Donc, ça peut être le cas aussi à ce moment-ci, mais peut-être qu'on est dans une période aussi où mesurer la participation en termes quantitatifs, c'est peut-être pas aussi important que de s'assurer qu'on donne toute la disponibilité et la générosité nécessaire. Donc, bref, c'est une petite parenthèse. Merci beaucoup, Marilyn, pour ce commentaire. Malheureusement, on va devoir clore la séance, comme il reste quelques minutes. Donc, en fait, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette table, évidemment, les panélistes, mais le public, les participantes et participants également. Il y a des questions hyper intéressantes qui ont été mentionnées. Évidemment, on n'aura pas le temps d'y répondre. Ce que je trouve bien intéressant, mais aussi il faut adresser ça, c'est le fait que la culture en ce moment, sa présence, l'ubiquité, l'omniprésence de la culture sur le monde numérique est un couteau à double tranchant au sens où elle n'a jamais été si présente et si nécessaire, mais en même temps, on n'a jamais aussi consommé de façon tant gratuite. Donc, il ne faut pas oublier les travailleurs de la culture. Je sais qu'en France, il y a eu un regroupement qui s'appelle les Invisibles, qui est un drôle de terme, mais lorsqu'on parle des scénographes, des techniciens, même peut-être qu'on pourrait mettre la médiation culturelle là-dedans, au sens où tout cet écosystème d'acteurs culturels-là est requis
pour provoquer des tissages, des liens entre artistes, œuvres et public. Il y a le danger aussi qu'en nourrissant la machine du numérique avec cette convergence, bien, que l'argent est davantage dans les technologies de l'information et de la communication et moins pour les artistes qui sont déjà évidemment les parents pauvres des secteurs économiques. Et puis aussi, ce que je voulais souligner, c'est la complexité, en fait, de la notion de médiation culturelle. On voit comment les logiques sont diverses et qu'il y a des logiques spatiales, également temporelles, sensorielles, qui les traversent. Donc, ce qu'on a besoin, évidemment, c'est des modèles hybrides et peut-être de la mutualisation des connaissances sur la médiation. Il y a déjà beaucoup de travaux qui se font, mais c'est vrai qu'à un niveau public, à un niveau plus large, il y a encore un travail peut-être de promotion de la médiation comme fonction professionnelle qui est à faire. Donc, cela dit, je vous remercie. Est-ce que, Eva, tu voulais dire quelque chose en terminant? Vous riez, Marie-Laure, peut-être, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Mais ce que je suis dans Zoom, non, c'est parce qu'on est tout à fait d'accord avec toi et je vois mes collègues Marilyn et Véronique qui sont à fond dans ton commentaire. Désolée. Tant mieux. Ben, oui, le petit mot de la fin. Merci. Merci à tout le monde, les panélistes, les 8 panélistes. Jonathan, tu as fait une super animation. Merci pour vos questions. Ce que je voulais vous dire, en fait, je voulais vraiment, j'étais très contente de ce qui s'est passé, en fait, très contente. Quand même, on a contribué, vous avez contribué à créer un espace réflexif, critique autour de ces questions-là qui nous habitent et j'espère qu'on va pouvoir continuer ce dialogue. Ce que je voulais dire de façon très concrète, on a aussi fait quelque chose, Artenzo, on a ouvert un espace collaboratif qu'on appelle la Maison virtuelle de la médiation culturelle, qui est un espace à la fois pour colliger, archiver des outils collaboratifs, mais aussi pour permettre le partage et l'échange. Et je demanderais donc, la conversation d'aujourd'hui est enregistrée, va se retrouver sur cet espace et on tentera quand même d'en faire quelques lignes synthèses. Et j'inviterai Elsa simplement à vous le présenter brièvement. Oui, donc c'est ça, je vais vous présenter brièvement l'espace numérique collaboratif. Je pense que je ne sais pas si vous saviez, mais on avait organisé aussi des cycles de midi démo, donc des formations express en médiation culturelle numérique. Alors, je sais qu'on a beaucoup remis en question justement le statut en fait du numérique. Est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est complémentaire, etc. Et je pense en fait que ça, en fait, ce sont des discussions qui pourraient trouver une continuité dans cet espace-là. Parce que là, par exemple, comme Eva l'a dit, on a enregistré la rencontre d'aujourd'hui. Elle va se retrouver, en fait, donc c'est hébergé sur Padlet. Donc Padlet, c'est comme un outil collaboratif numérique qui reprend un petit peu le modèle de Google Drive. Donc c'est-à-dire qu'on va comme avoir des documents ou des tableaux, ce qu'on va appeler des tableaux, à l'intérieur desquels tout le monde va pouvoir participer, soit en donnant son avis, soit en commentant, soit en créant du contenu. Donc là, par exemple, l'espace que je suis en train de vous montrer, c'est celui qu'on a, parce que comme on a appelé ça la maison virtuelle, on a comme 3 pièces. Et ici, cette pièce, c'est le bureau. Et ici, on diffuse la médiation culturelle. Donc là, je vous parlais des midi démos. Donc là, en fait, vous allez retrouver les différentes vidéos des midi démos. Le 1, le 2. D'ailleurs, il y a le projet de la maison Alfred Pellan, justement que Liliane nous avait présenté rapidement lors d'un midi démo qui est là. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, à la suite des midi démos, va se retrouver cette table ronde. Et je peux aussi en profiter rapidement pour vous montrer les autres espaces qui peuvent être à la fois porteur pour la formation continue, mais aussi pour la réflexion. Donc là, pour la formation continue, en fait, on propose un espace rangé avec des catégories où c'est ça, par exemple, les présentations des midi démos, donc vraiment plus l'aspect technique, c'est-à-dire que si vous décidez en tant que médiatrice, médiateur, de vous mettre sur un projet de montage vidéo collaboratif, vous allez pouvoir avoir accès à toute la formation qui a été donnée par Stéphanie du Studio XX. Il y a la même chose pour les balados grâce à Benjamin Allard aussi de Radio Atelier qui nous a fait la présentation. Là, il y a une recherche que Anna du Studio XX qui en fait anime la maison. En fait, elle a commencé à faire une liste des outils numériques collaboratifs commentés justement. Donc, si on repense ces façons de faire
pas forcément dans la forme, mais peut-être plus vraiment dans l'amont, c'est-à-dire plus dans l'aspect conception. Je pense qu'aujourd'hui, avec la distanciation, on peut avoir besoin de connaître au moins ces outils, voir s'ils peuvent être adaptés et adaptables à nos pratiques en tant que médiateurs et médiatrices. Et donc voilà, ressources numériques, scénario pédagogique évidemment, fiches pratiques, ça je pense qu'on va le développer dans le futur. Et évidemment, vous êtes les bienvenus, on vous invite à participer à l'enrichissement de cet espace-là. Et quand je parle d'un espace réflexif ou au moins où il peut y avoir de la discussion, c'est parce qu'on a créé un espace qu'on a appelé le salon, qui est donc en fait un chat, tout simplement. Et là, Anna l'anime en posant des questions généralistes ou des questions qui peuvent être un peu plus précises sur certaines pratiques ou certains outils numériques. Mais là, par exemple, à la suite de la présentation de Benjamin sur le balado comme outil de création, de co-création en médiation culturelle, on a eu une question de Brigitte Couture. C'est ça qui avait besoin d'un suivi ou besoin de plus d'informations. Et donc, s'en est suivi un échange, en fait, entre Benjamin et Brigitte Couture. Et en fait, je pense on aimerait que cet espace-là accueille, en fait, que ce soit... Là, par exemple, je vois dans le chat, il y a eu des récits d'expérience aussi, je trouve, qui étaient très enrichissants, des mises en perspective qui pourraient, selon moi, se retrouver dans cet espace-là. Donc, si vous avez envie de continuer la discussion de cette façon-là, qui s'est amorcée aujourd'hui dans cet espace-là, on vous invite à le faire. Et si vous avez besoin d'aide ou de soutien ou d'accompagnement pour comprendre le fonctionnement de la plateforme, on vous invite à nous contacter aussi directement parce qu'on est là pour ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Merci Elsa. Vous voyez, c'est ça, on aborde souvent la médiation culturelle comme un champ technique et on a besoin d'outils, mais on en parle aussi comme d'un champ philosophique d'intervention en action culturelle. Et finalement, un champ de pratique est aussi celui qui accompagne la mutation de la culture aujourd'hui. C'est ce qui en fait un champ riche et à investir. Je voulais finalement vous dire que vous pouvez aussi devenir membre d'Artenzo, c'est gratuit, pour enrichir la communauté, ouvrir des horizons, proposer des collaborations et peut-être penser à un nouveau cycle de textes. C'est le mot de la fin. Je vous remercie énormément et j'espère vous revoir plus tard cet automne. Artenzo termine son cycle d'activités publiques avec cette table ronde et puis on vous revoit sur Zoom ou ailleurs, j'espère, au mois d'août. Bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup encore. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci Camille. Merci, bye.